Écoutez-moi bien, car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas une histoire de coton ni de canne à sucre comme on en entend tant ici, en Louisiane, en cette année 1853. Non, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelait Augustin, et c'est l'histoire d'une vengeance si douce, si inattendue, qu'elle a fait trembler les fondations de la société tout entière. Imaginez la Nouvelle-Orléans, pas les grandes avenues que les touristes connaissent, mais les rues encombrées, celles où l'odeur du café se mêle à celle du fleuve, et où l'argent change de main plus vite que le vent ne souffle. C'est là qu'Augustin avait bâti son empire. Un empire de bois, de briques et de patience. Augustin n'était pas né libre. Il le savait mieux que personne. Il avait porté les chaînes, senti le fouet, mais il avait aussi très tôt montré une chose que les maîtres n'arrivaient pas à écraser, un talent monstre. Il n'était pas bon pour piocher la terre. Il était bon pour construire le monde. Son ancien maître, un certain monsieur Dubois, qui possédait la plantation Belle Rêve, à quelques jours de voyage d'ici, avait vite compris qu'Augustin valait plus cher comme ébéniste que comme ouvrier des champs. Le travail d'Augustin était magnifique. Les lits à baldaquin, les commodes sculptées, les boiseries fines qui ornaient les maisons des riches planteurs. C'était lui. Il travaillait du matin au soir pour Dubois, mais il travaillait aussi la nuit, pour lui-même. C'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Dans cet état où la loi disait qu'un homme noir n'était rien de plus qu'une propriété, Augustin s'était mis en tête d'acheter sa propre vie. Il mettait de côté chaque sou qu'il gagnait en plus. Chaque petite pièce qu'on lui donnait pour un travail de nuit, chaque pourboire d'un client satisfait qui ne savait même pas qu'il parlait à un esclave. Il cachait cet argent. Il le cousait dans la doublure de ses vêtements. Il l'enterrait sous un chêne. Centenaire, il ne buvait pas, ne jouait pas. Il vivait pour l'unique son de la liberté. Il a fallu des années où l'espérance n'était qu'un petit feu fragile qu'il fallait protéger du vent. Il a vu des amis s'enfuir et se faire reprendre. Il a vu la brutalité du système, mais lui, il avançait pièce par pièce. Un jour, vers 1845, Augustin s'est présenté devant monsieur Dubois. Dubois était un homme grand, avec une moustache tombante et l'air toujours un peu fatigué par les dettes. « Maître, dit Augustin, sa voix calme, sans tremblement, j'ai l'argent. » Dubois a levé un sourcil. Il pensait qu'Augustin parlait d'un meuble. « L'argent, maître, pour ma liberté. » Le silence est tombé dans le bureau de la plantation, lourd comme un sac de plomb. Dubois a ri, un rire sec sans joie. « Tu as l'argent, Augustin. Combien crois-tu valoir ? Tu es le meilleur artisan de tout le comté. » Ils avaient négocié, longuement. Dubois était cupide, mais il était aussi un peu paresseux. Il savait qu'il perdrait un ouvrier précieux, mais il avait besoin de liquidité immédiatement. Le prix était exorbitant. 3 000 $. À l'époque, c'était une fortune, de quoi acheter une petite maison de maître. Augustin a vidé les sacs sur la table. Des pièces d'or, des billets usés, c'était la sueur de 10 ans de travail acharné. Le compte était là. Exactement. Dubois, qui n'avait jamais vraiment respecté Augustin en tant qu'homme, a respecté l'argent. Il a signé les papiers. Le parchemin était simple, mais pour Augustin, il était plus puissant qu'un acte royal. Il était libre, il est parti. Il n'a pas regardé derrière lui. Il est allé directement à la Nouvelle-Orléans et avec l'argent qui lui restait, il a ouvert son propre atelier. Et là, mes amis, la Louisiane a vu ce qu'un homme peut faire quand il n'a plus de chaîne. Augustin était un génie du bâtiment. Il ne faisait plus seulement des meubles, il concevait des charpentes, il dessinait des plans. Il avait le sens des affaires. Il était honnête, ce qui bizarrement était une rareté. Les planteurs, les marchands, tous voulaient les travaux d'Augustin. Il travaillait pour les Blancs riches, il construisait leurs rêves et il les faisait payer au prix fort. En quelques années, Augustin n'était plus un simple affranchi. Il était un entrepreneur prospère, respecté, craint même. Il possédait des propriétés en ville, il avait des comptes en banque. Il s'habillait bien, parlait peu, et quand il parlait, on l'écoutait.
Il était ce qu'on appelait, avec un mélange d'admiration et de dégoût, un nègre libre riche. Mais au fond de lui, Augustin gardait une cicatrice, la belle Rêve, la plantation où il avait été esclave. Même s'il était loin, il recevait des nouvelles. Dans la Louisiane de 1853, tout finit par se savoir, et les nouvelles n'étaient pas bonnes pour M. Dubois. Dubois était un mauvais gestionnaire. Il aimait les cartes, le brandy, et il n'aimait pas se lever tôt. Les terres de belles Rêves, qui avaient été si fertiles, commençaient à s'épuiser. Le coton rapportait moins, les dettes s'accumulaient, il empruntait à droite, à gauche. Il vendait des lots de sa terre, il vendait des esclaves, un par un, pour boucher les trous. Augustin écoutait ces rumeurs dans les arrière-boutiques, chez les notaires. Il laissait les informations mûrir dans son esprit comme un fruit noir. Il se souvenait de Dubois, l'homme qui avait signé sa liberté, non par bonté, mais par nécessité financière. Puis, le coup de grâce est arrivé. L'année 1853 a été particulièrement mauvaise pour Dubois. Une inondation, une mauvaise récolte, et surtout l'appel à la dette du grand créancier de Bâton Rouge. Dubois ne pouvait plus payer. La nouvelle est tombée comme une pierre dans l'eau. La plantation Belle Rêve, le domaine ancestral de la famille Dubois, allait être saisie et vendue aux enchères publiques. Quand Augustin a appris ça, il n'a pas souri, il n'a pas exulté, il a senti une chose étrange, un mélange de satisfaction froide et de l'ancienne douleur qui remontait. Ce n'était pas la vengeance qui le motivait en premier lieu, c'était la propriété. Il voulait posséder cet endroit. Il voulait effacer l'ancienne histoire par un acte définitif. Il s'est rendu chez son avocat, maître Thibaudot, un homme blanc, créole, habitué aux affaires délicates, un homme qui savait garder un secret. « Maître Thibaudot, » dit Augustin, en poussant un sac de pièces d'or sur le bureau, « je veux acheter Belle Rêve. » Thibaudot, qui était en train d'allumer une cigarette, s'est figé. La flamme de l'allumette a vacillé. « Augustin, vous plaisantez, c'est une des plus grandes propriétés de la paroisse. Et vous savez ce que cela signifierait pour vous, un... » Il a hésité sur le mot. « Un homme de couleur, posséder une telle terre ?»« Je ne la posséderai pas en mon nom, » rétorqua Augustin, coupant court à la discussion. « Vous l'achèterez pour moi. Vous serez le propriétaire officiel. Je vous paierai généreusement pour cette discrétion, mais c'est mon argent qui paiera, et c'est moi qui commanderai. » Thibaudot a réfléchi. L'argent était tentant, très tentant, et l'idée était audacieuse, folle, mais incroyablement séduisante. C'était un coup de maître. Le prix sera élevé, Augustin. Les planteurs voisins vont se battre pour cette terre. Alors nous nous battrons plus fort, répondit Augustin. Je veux ce qu'il faut pour écraser une concurrence. Je veux tout. La maison, la terre, les dépendances et les hommes. C'était le point le plus difficile à aborder. Acheter la plantation signifiait acheter les esclaves qui y travaillaient. Augustin, l'ancien esclave, allait devenir maître d'esclaves. C'était une contradiction insupportable, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'acheter la terre dans son intégralité. La loi était claire. Les hommes étaient attachés à la propriété. « Qu'allez-vous faire des travailleurs, Augustin ?» demanda Thibaudot, inquiet. Augustin serra les poings. « Ce que je dois faire, je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, je veux seulement que l'enchère soit à nous, peu importe le prix. » Maître Thibaudot s'est lancé dans les préparatifs. Il a fallu transférer une somme colossale. Augustin a mis en gage des propriétés en ville, il a vidé ses réserves. Il jouait le tout pour le tout. Le jour de la vente aux enchères, la petite ville de Plaquemine était en ébullition. Tous, les grands propriétaires terriens étaient là, sentant l'odeur du sang financier. Ils voulaient tous mettre la main sur Belle Rêve à bas prix. Monsieur Dubois était là aussi, l'air défait, buvant un verre de trop, regardant sa vie s'écrouler sous les yeux de ses pairs. Il n'avait pas d'argent, seulement la honte. Les enchères ont commencé. Lentement d'abord, puis elles se sont emballées. Les noms des familles se succédaient. Le prix montait.
C'était une bataille entre voisins. Puis, maître Thibaudeau, l'homme de loi discret et bien habillé, a commencé à parler. Ses offres étaient les calmes, mais elles écrasaient systématiquement celles des autres. 50 000 $, lança un planteur agacé. 55 000, répondit Thibaudeau sans même élever la voix. 60 000, cria le planteur, le visage rouge. 65 000. Le silence s'est fait. 65 000 $, c'était beaucoup trop pour la valeur actuelle de la terre. C'était un prix de fou. Qui pouvait bien être derrière Thibaudeau? Un riche banquier de la Nouvelle-Orléans? Un spéculateur étranger? Dubois, qui était appuyé contre un pilier, a levé la tête. Il fixait Thibaudeau, essayant de déchiffrer ce mystérieux acheteur qui était prêt à payer n'importe quoi. Le commissaire-priseur a frappé son marteau. Vendu à 65 000 $ à maître Thibaudeau. La plantation Belle-Rêve avait changé de main. Quelques jours plus tard, Augustin a pris la route. Il ne voulait pas attendre, il voulait voir sa propriété. Il a voyagé dans une calèche tirée par 2 chevaux magnifiques, un luxe qu'il pouvait désormais s'offrir. Il portait un costume de bonne facture, mais ses mains qui avaient tant travaillé le bois, n'étaient pas celles d'un simple gentleman. Quand il est arrivé devant le portail en fer forgé de Belle-Rêve, il a demandé au cocher de s'arrêter. Il est descendu et a regardé la maison. Elle était un peu délabrée, la peinture écaillée, mais elle tenait toujours. C'était la maison de son ancienne servitude. Il a marché le long de l'allée. Les champs de coton étaient mal entretenus. Les cabanes des esclaves semblaient fatiguées. Tout sentait la négligence et la ruine. Augustin est entré dans la maison principale. L'intérieur était sombre. Les meubles avaient été saisis ou vendus. Il a marché jusqu'au bureau de Dubois, celui où, 8 ans plus tôt, il avait posé les 3 000 $ de sa liberté. Il a touché le éboueur du bureau. Il était exactement comme il l'avait laissé. C'était ici que le pouvoir s'était exercé sur lui. Et maintenant, le pouvoir était dans ses mains. Le premier ordre d'Augustin fut de faire venir le gérant de la plantation, l'homme qui avait supervisé les dernières années de misère. « Je suis le nouveau propriétaire », lui dit Augustin. « Enfin, je suis l'homme qui représente le nouveau propriétaire, maître Thibaudeau. » Le gérant, un homme nerveux du nom de Fontenot, a hoché la tête, tremblant légèrement. Il savait que le changement de maître était souvent brutal. Mes instructions sont claires. Je prends la direction immédiatement. Vous allez me dire où se trouvent tous les registres, et vous allez me dire où se trouve Monsieur Dubois. Fontenot a hésité. Monsieur Dubois. Il n'a nulle part où aller, monsieur. Ses biens ont été saisis. Il est resté dans la petite dépendance, près de la cuisine. Il est très mal. Augustin n'a rien dit. Il avait prévu cela. Il savait que Dubois n'avait plus rien. La Louisiane était dure pour ceux qui perdaient tout. Très bien, dit Augustin. Laissez-le là où il est, pour l'instant. Il a passé la journée à inspecter les lieux. Il a parlé aux hommes et aux femmes qui travaillaient la terre, ses anciens compagnons d'infortune. Il le regardait avec méfiance et espoir mêlés. Il ne savait pas qui était ce nouvel homme de la ville, parlant avec une assurance et une éducation qui n'étaient pas celles d'un gérant ordinaire. Le soir, Augustin est retourné au bureau. Il a allumé une lampe à huile. Il s'est assis à la place de Dubois. Il a pris une feuille de papier et a commencé à écrire. Pas des comptes, mais une liste de noms. Les noms des hommes et des femmes de la plantation. Il savait qu'il ne pouvait pas les libérer immédiatement sans provoquer une tempête légale et sociale qui risquerait de lui faire perdre Belle-Rêve. La loi était un piège, mais il pouvait changer leur vie. Il pouvait changer les règles. Le lendemain matin, avant l'aube, Augustin a demandé à Fontenot de rassembler tout le monde. Les travailleurs, les domestiques, tous devaient être là, devant la maison principale. Le soleil se levait, jetant des lueurs rouges sur les visages fatigués. Ils attendaient, silencieux. Augustin est sorti sur le perron, l'air frais du matin sur son visage. Il avait l'air d'un maître, sans en avoir la cruauté habituelle.
Écoutez-moi bien, a-t-il commencé, sa voix portant loin dans le calme du matin. Mon nom est Augustin. Je suis ici pour gérer cette plantation au nom de maître Thibaudeau, le nouveau propriétaire. Il y a eu un murmure. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent. Certains se souviennent de moi. J'ai travaillé ici, sur cette terre, comme vous. J'ai porté les chaînes. Le murmure s'est intensifié, transformé en choc. Les vieux se regardaient, les yeux écarquillés. C'était Augustin, l'ébéniste, qui était parti. J'ai acheté ma liberté, et maintenant, par un étrange retournement du destin, j'ai acheté l'endroit même de ma captivité. Il a levé la main pour imposer le silence. À partir d'aujourd'hui, les règles changent. Il n'y aura plus de fouet. Celui qui lèvera la main sur un autre sera renvoyé de la propriété. Le travail sera juste, les rations seront suffisantes, et chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui travaille ici gagnera un salaire. Petit, mais réel. Cet argent sera le vôtre. Il sera mis de côté, une pour vous. C'était une révolution, un salaire pour les esclaves. C'était du jamais vu. Je ne peux pas vous donner la liberté aujourd'hui, la loi m'en empêche. Mais je vous donne les outils pour l'acheter comme je l'ai fait. Travaillez bien, et vous pourrez un jour vous asseoir à cette table, comme moi. La foule était stupéfaite, certains pleuraient. Augustin a terminé son discours et s'est tourné vers Fontenot. « Maintenant, Fontenot, dit-il d'une voix plus basse, mais toujours audible. Allez chercher Monsieur Dubois, dites-lui que le nouveau maître veut lui parler. » Fontenot est parti, hésitant, vers la petite dépendance. Quelques minutes plus tard, il est revenu, poussant doucement un homme brisé. Monsieur Dubois n'était plus le planteur arrogant. Il était maigre, ses vêtements étaient froissés, son regard était vide. Il était l'ombre de lui-même. Il a vu Augustin. Il a mis du temps à le reconnaître. « Augustin ?» murmura Dubois. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, maître Dubois, » dit Augustin, utilisant le titre une dernière fois. Il est descendu des marches pour se tenir au même niveau que son ancien maître. « Je suis ici pour prendre possession de la propriété. Belrève est maintenant mienne. » Dubois a reculé, chancelant. « Tienne ? Mais Thibaudeau. Thibaudeau est mon représentant légal. L'argent, maître Dubois, est le mien. L'argent que j'ai gagné en construisant les maisons de vos amis, et l'argent que j'ai gagné après avoir acheté ma liberté. » Le choc était total. L'ancien esclave avait acheté l'ancien maître. Dubois, humilié, a tenté de retrouver un peu de sa vieille arrogance. « Et qu'est-ce que tu vas faire de moi, Augustin ? Me jeter à la rue ?» Augustin l'a regardé droit dans les yeux. Un regard sans haine, mais rempli d'une autorité nouvelle. « Non, maître Dubois, » répondit Augustin. « Je ne vais pas vous jeter à la rue. Vous êtes un homme sans ressources, et vous êtes vieux. » Il a fait un geste vers la dépendance. Vous resterez dans la petite maison. Vous ne travaillerez pas la terre. Vous ne donnerez d'ordre à personne. Vous serez nourris et logés. Vous vivrez ici, sur la terre que vous avez perdue. Augustin s'est arrêté, laissant le silence s'installer. Mais vous ne partirez pas. Vous resterez ici, maître Dubois. Vous resterez ici, et vous verrez comment un homme libre gère cette terre. Et vous verrez comment un homme qui était votre propriété traite ceux qui, travaillant pour lui, vous serez mon témoin. Le sort était jeté. L'affranchi avait racheté la plantation, et l'ancien maître était désormais son pensionnaire, son prisonnier de la honte. La véritable histoire de Belrève ne faisait que commencer. Imaginez un peu la scène, mes amis. L'ancien maître, Monsieur Dubois, debout là, au milieu de la cour de sa propre plantation, réduit à écouter la sentence prononcée par l'homme qu'il avait jadis possédé. La honte, voyez-vous, n'est pas un coup de fouet, c'est un poison lent qui ronge l'âme. Augustin n'avait pas besoin de menaces, il avait le pouvoir de la situation, et il l'utilisait avec une précision chirurgicale.
Dubois était condamné à une vie d'oisiveté forcée et de témoignages involontaires. Il devait rester là, jour après jour, pour voir la preuve vivante de sa propre faillite et de la réussite d'Augustin. Le premier mois sur Belle-Rêve fut un tourbillon. Augustin n'était pas venu pour se reposer. Il était venu pour reconstruire. Il a commencé par les fondations, littéralement. Il a fait inspecter les cabanes des travailleurs, ordonnant des réparations immédiates. Les toits qui fuyaient ont été refaits, le bois pourri remplacé. Il utilisait ses talents d'artisan. Il ne demandait pas, il montrait comment faire, et il exigeait que le travail soit bien fait. Le gérant, Fontenot, était au bord de la crise de nerfs. Il avait l'habitude de la brutalité, de la paresse forcée et des registres truqués. Augustin, lui, exigeait des comptes clairs, des journées de travail honnêtes mais pas épuisantes, et surtout, il avait interdit la violence. « Fontenot », lui disait Augustin, les yeux fixés sur les registres de production, « la peur n'est pas un bon engrais. Les hommes qui mangent à leur faim et qui ne craignent pas le fouet travaillent mieux. C'est une question de logique, pas de sentiment. » Et c'était vrai. L'ambiance sur la plantation avait changé du tout au tout. Les travailleurs, qui avaient toujours vécu dans la peur, commençaient à respirer. Ils voyaient leurs rations s'améliorer et surtout, ils voyaient les petits salaires promis s'accumuler dans des registres secrets tenus par Augustin lui-même. Ce n'était pas la liberté, non, mais c'était l'espoir. C'était la première brique de leur future maison. Les anciens compagnons d'Augustin le regardaient avec une admiration muette. Ils se souvenaient de lui comme du jeune ébéniste silencieux. Aujourd'hui, il était l'autorité. Il portait des bottes de cuir fin. Il donnait des ordres aux hommes blancs et il parlait d'argent et de commerce avec une facilité déconcertante. Et Dubois? Ah, Dubois. Il vivait dans la petite dépendance, une sorte de pavillon d'amis que sa femme utilisait autrefois pour recevoir des invités de passage. C'était propre, mais petit. Il était seul. Augustin avait donné des instructions strictes. Dubois devait être nourri de la même nourriture que le reste des domestiques, ni plus, ni moins. Il avait droit à un lit, à des vêtements propres, mais il ne devait avoir aucune interaction avec la gestion de la plantation. Le supplice de Dubois était visuel. Il passait ses journées assis sur un banc sous un grand chêne, regardant. Il regardait Augustin, son ancien esclave, traverser la cour, donner des directives pour la rotation des cultures, négocier le prix de la nouvelle presse à coton et même, un jour, donner une sévère réprimande à Fontenot pour avoir volé un sac de maïs. Fontenot, l'homme blanc libre, tremblait devant Augustin, l'homme noir affranchi. C'était une inversion si complète des rôles que cela défiait l'entendement de Dubois. Son monde s'était effondré. Il ne pouvait pas comprendre comment un homme qu'il considérait comme une propriété sans âme avait pu non seulement s'élever, mais aussi revenir pour prendre tout ce qui lui était cher. Parfois, Dubois tentait une approche. Il marchait lentement vers Augustin, l'air contrit. « Augustin, disait-il d'une voix, homme faible, ces champs de l'Ouest, ils ont besoin d'être drainés avant la saison des pluies. Je connais cette terre. » Augustin, sans même s'arrêter de marcher, répondait « Maître Dubois, votre connaissance de cette terre est ce qui l'a mené à la ruine. Je vous remercie pour le conseil, mais votre rôle est de regarder, pas de diriger. » Le mépris était froid, sec et parfaitement mesuré. Augustin ne s'abaissait pas à la colère. La colère était une émotion d'esclave. L'autorité était et calme. La nouvelle de la gestion d'Augustin ne tarda pas à se répandre dans les paroisses voisines. Maître Thibaudeau, fidèle à son accord, maintenait la façade. Il était le propriétaire officiel et Augustin était son gérant principal. Un rôle rare pour un homme de couleur, mais acceptable si l'homme était aussi riche qu'Augustin. Mais les autres planteurs n'étaient pas dupes. Ils savaient que Thibaudeau, l'avocat, ne comprenait rien au coton. Ils savaient qu'Augustin était l'homme de l'argent,
Le scandale n'était pas seulement qu'un noir riche possédait Belle-Rêve. Le scandale était qu'il y maintenait l'ancien propriétaire blanc dans une position de dépendance humiliante. C'était une insulte à l'ordre social tout entier. « C'est une provocation !» tempêtait M. Beauregard, un voisin puissant, dans un salon de bâton rouge. « Ce nègre est en train de se moquer de nous tous. Il fait de Dubois son animal de compagnie. » Ils ont commencé à comploter. Ils ont essayé de faire pression sur Thibaudeau, le menaçant de lui retirer leurs affaires. Thibaudeau, qui était payé grassement, restait imperturbable. « Messieurs, répondait-il avec son sourire d'avocat, la loi est la loi. Mon client a acheté la propriété légalement. Et quant à Monsieur Dubois, il est un homme libre, sans ressources, que nous avons généreusement décidé d'héberger. Où est le crime ?» Mais ils ont trouvé d'autres moyens d'attaquer Augustin. Un matin, une partie de la clôture sud de Saint-Tisson, Belle-Rêve, fut retrouvée incendiée. Quelques jours plus tard, des rumeurs circulèrent parmi les travailleurs. « Si vous travaillez pour cet homme, vous ne serez jamais vraiment libre. Les Blancs vous puniront. » Augustin savait que c'était le début de la guerre. Il ne pouvait pas se contenter de cultiver du coton. Il devait se défendre. Il a renforcé la sécurité. Il a acheté 2 chiens de garde massifs, entraînés non pas pour attaquer les esclaves, mais pour protéger le périmètre. Surtout, il a fait preuve d'une autorité sans faille. Il était juste, mais il était ferme. La paresse n'était pas tolérée, car elle mettait en péril leur avenir à tous. « Nous sommes jugés par nos ennemis », expliquait-il aux travailleurs rassemblés un soir. Si cette plantation échoue, ils diront que c'est parce qu'un homme de couleur ne peut pas gérer les affaires. Si nous réussissons, ils diront que c'est une anomalie. Nous devons réussir pour nous et pour prouver qu'ils ont tort. Il y avait un autre problème délicat, et c'était celui de la religion. Dubois avait toujours utilisé la religion pour justifier l'esclavage, prêchant la soumission. Augustin a fait venir un pasteur affranchi de la Nouvelle-Orléans, un homme éduqué qui parlait de la dignité, de l'éducation et de la promesse de Dieu pour tous les hommes. Sous l'œil vigilant d'Augustin, le pasteur a commencé à enseigner aux enfants discrètement dans l'ancienne grange. L'éducation des esclaves était illégale, mais Augustin prenait le risque. Il savait que la liberté passait par l'esprit autant que par l'argent. Pendant ce temps, l'état financier de Belle-Rêve commençait à se redresser. Augustin avait une vision claire. Il fallait diversifier. Le coton était risqué. Il a réorganisé une partie des champs pour y planter du maïs et des légumes pour la consommation interne, réduisant ainsi les coûts d'achat de nourriture. Il a réparé l'ancienne sucrerie, préparant la terre pour la canne à sucre qui était plus rentable. Il était partout. Le matin, il était dans les champs. L'après-midi, il était dans le bureau, manipulant les chiffres. Le soir, il étudiait les lois et les techniques agricoles. Et Dubois, lui, observait. La dépendance de Dubois à l'égard d'Augustin était devenue totale. Il n'avait pas le droit de toucher à l'argent. Il ne pouvait pas quitter la propriété sans la permission d'Augustin. Il était soigné, mais il était impuissant. Un jour, Dubois est tombé malade. Une fièvre tenace l'a cloué au lit. Il s'attendait à être négligé, peut-être même que son ancien esclave se réjouirait de sa misère. Mais Augustin n'était pas un homme de petite vengeance. Il a envoyé une des femmes de la maison, une ancienne cuisinière nommée Marie, pour le soigner. Marie, qui avait été fouettée plusieurs fois par Dubois, devait maintenant s'assurer qu'il prenne ses médicaments et mange sa soupe. Dubois, faible, a regardé Marie. Il se souvenait de ses cris. « Pourquoi Augustin fait-il ça ?» a murmuré Dubois, la gorge sèche. Marie a haussé les épaules, sans émotion. Il a dit « Nous ne sommes pas des animaux, maître Dubois, nous ne laissons pas les gens mourir de fièvre, même s'ils le méritent. » C'était le coup le plus dur qu'Augustin pouvait porter, le traitement par la dignité. Dubois était forcé de recevoir la charité et les soins de ceux qu'il avait méprisés. Il était forcé de voir qu'Augustin, même dans l'exercice du pouvoir absolu, était moralement supérieur à lui.
Les mois passèrent et l'année 1854 avançait. La plantation Belle Rêve, sous la direction d'Augustin, était en train de renaître. Les récoltes s'annonçaient bonnes. La maison principale était en cours de restauration, avec de nouvelles boiseries fines. Augustin s'en occupait lui-même, travaillant parfois tard dans la nuit, le marteau à la main. C'était un travail symbolique. Il utilisait les mains qui avaient servi à créer la richesse de Dubois pour réparer la ruine que Dubois avait laissée derrière. Lui. Mais plus Augustin réussissait, plus la pression extérieure augmentait. Les planteurs voisins ne pouvaient pas tolérer cet affront à leur système. L'idée qu'un esclave puisse revenir et réussir là où un blanc avait échoué était une menace existentielle. Un après-midi, maître Thibaudeau est arrivé en urgence à Belle Rêve. Il était pâle, essuyant la sueur de son front. Augustin l'a reçu dans le bureau. Le même bureau, mais cette fois, il y avait des livres de comptes impeccables, empilés sur la table. « Augustin, nous avons un problème sérieux, dit Thibaudeau, sans prendre le temps de s'asseoir. Beauregard et 2 autres ont déposé une plainte formelle. Ils accusent mon client, c'est-à-dire moi, de malversation et de pratiques illégales concernant la main-d'œuvre. »« Quelles pratiques ?» demanda Augustin, calme comme la surface d'un lac. « Le salaire, le fait que vous payez les esclaves. Ils disent que cela crée un précédent dangereux. Ils affirment que vous donnez aux esclaves les moyens d'acheter leur liberté, ce qui, selon eux, est une incitation à la rébellion et une menace directe à la propriété. » Thibaudeau se pencha en avant. « Ils exigent une inspection formelle de la plantation par le shérif du comté. Si nous sommes pris en train de rémunérer ouvertement les travailleurs, Belle Rêve pourrait être saisie à nouveau. Ou pire, vous pourriez être accusé d'incitation à l'insurrection. » C'était le piège qu'Augustin avait anticipé. Il savait que son système, bien que juste, était illégal dans l'esprit de la loi de l'esclavage. « Ils veulent nous faire tomber, » dit Augustin simplement. « Ils veulent vous faire pendre, Augustin, si vous n'êtes pas prudent. Vous êtes trop riche, trop intelligent, et surtout, vous êtes trop visible, et ils détestent que Dubois soit là. Ils le voient comme une preuve de votre arrogance. » Augustin réfléchit un instant. Il ne pouvait pas se permettre de perdre la plantation maintenant. Il avait investi tout, son capital et, plus important encore, l'espoir de ses travailleurs. Quand l'inspection aura-t-elle lieu? Dans 3 jours. Ils veulent agir vite, avant que la récolte ne soit trop avancée. Augustin se leva. Il marcha vers la fenêtre, regardant les champs verdoyants. 3 jours, c'était peu. Il fallait agir vite et avec ruse. « Maître Thibaudeau, » dit-il en se retournant, un petit sourire aux lèvres, « dites-leur qu'ils sont les bienvenus. Nous n'avons rien à cacher. » Thibaudeau était stupéfait. « Mais le registre des salaires ? » « Le registre des salaires est mon affaire privée, » répondit Augustin, « et il sera bien caché. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas cacher, Monsieur Dubois. » Il se dirigea vers la porte du bureau. « J'ai besoin que vous fassiez une chose pour moi. Vous allez aller voir Monsieur Dubois. Vous allez lui offrir un choix, un seul, et ce choix déterminera non seulement son avenir, mais aussi le nôtre. » Thibaudeau, intrigué et terrifié, attendit les instructions. Augustin baissa la voix, même s'ils étaient seuls. Il expliqua son plan. C'était un coup de théâtre audacieux, reposant entièrement sur la psychologie de Dubois et l'arrogance des planteurs. Le jour de l'inspection arriva. Beauregard, accompagné du shérif et de 2 autres propriétaires, arriva à Belle Rêve, le visage sombre. Ils étaient venus pour trouver la preuve que le système d'Augustin était une farce dangereuse. Ils ont inspecté les champs, le bétail. Tout était propre, bien entretenu. Les travailleurs prévenus jouaient parfaitement leur rôle, travaillant dur, mais sans la peur habituelle. Ils ne parlaient que des rations améliorées et des vêtements neufs. Le shérif n'a trouvé aucun registre illégal,
Augustin avait fait disparaître toutes les traces de l'argent mis de côté. Frustrés, ils sont entrés dans la maison principale. « Et où est l'ancien propriétaire, Dubois ?» demanda Beauregard, cherchant le signe de l'humiliation. « Nous souhaitons nous assurer qu'il est traité avec le respect dû à son rang. » Augustin, se tenant aux côtés de Thibaudeau, fit un geste vers la petite dépendance. « Il est là. Il se remet d'une maladie. » Ils se sont dirigés vers la dépendance. L'atmosphère était tendue. Ils s'attendaient à trouver Dubois en haillons, soumis à la servitude. Ils ont ouvert la porte. Dubois était assis à une petite table, lisant un livre. Il était bien habillé, quoique simplement. À côté de lui, il y avait un verre de brandy et une assiette de fruits frais. Il avait l'air fatigué, mais pas maltraité. Beauregard s'est avancé. « Dubois, êtes-vous retenu ici contre votre volonté? Êtes-vous l'objet de mauvais traitements de la part de ce gérant ?» Dubois a levé les yeux. Il a regardé Beauregard, puis il a regardé Augustin qui se tenait dans l'embrasure de la porte, impassible. Le choix qu'Augustin lui avait donné était simple. Soit il restait, bien traité, en sécurité, et il confirmait la légalité de la situation, soit il partait, libre, mais sans un sou, et il rejoignait le monde des parias, la rue ou la honte dorée. Dubois, qui avait passé des mois à voir la misère qu'il avait créée et la stabilité qu'Augustin avait bâtie, savait ce qu'il devait faire pour survivre. Il avait choisi la honte. « Monsieur Beauregard, » dit Dubois, sa voix tremblante mais audible, « je vous remercie de votre sollicitude, mais je suis ici de mon propre chef. Maître Thibaudeau m'a généreusement offert l'hospitalité après mes revers financiers. Je suis son invité. » Il a fait une pause, puis il a ajouté, regardant Augustin. « Et quant à monsieur Augustin, il est un gérant excellent. Il a sauvé cette plantation de la ruine où je l'avais laissée. Je suis heureux de voir la belle Rêve entre de si bonnes mains. » Le silence était assourdissant. Beauregard et les autres planteurs étaient livides. Ils s'attendaient à trouver une preuve d'abus pour justifier l'intervention. Au lieu de cela, ils avaient la confirmation de leur pire cauchemar. L'ancien maître validait la suprématie de l'ancien esclave. Ils ont quitté Belle Rêve sans un mot de plus, vaincus par le témoignage inattendu de Dubois. Augustin avait gagné la bataille juridique, mais il savait que la guerre était loin d'être terminée. En forçant Dubois à mentir pour sa propre survie, il avait cimenté leur relation tordue. Dubois était désormais complice de la nouvelle ordre, mais Augustin n'avait pas oublié son objectif initial. La plantation était sécurisée, les récoltes étaient prometteuses. Il était temps de passer à la phase suivante de son plan, celle qui risquait de faire exploser la Louisiane entière. Il est retourné dans son bureau. Il a ouvert le tiroir secret où il conservait les registres. Les noms, les salaires accumulés, il a calculé. La première récolte de coton sous sa direction allait rapporter une somme considérable. Il a pris une plume et a commencé à écrire une lettre à Maître Thibaudeau, une lettre qui contenait une liste de noms et une somme d'argent exacte. Le temps était venu d'acheter la liberté, non pas la sienne, mais celle de ses hommes. Il allait utiliser sa nouvelle richesse pour démanteler le système, une personne à la fois, en commençant par le cœur de la plantation. C'était une manœuvre dangereuse. S'il libérait trop de travailleurs d'un coup, il risquait de se retrouver sans main-d'œuvre, et la loi l'interdisait. Mais Augustin avait un plan. Il allait libérer les plus vieux et les plus fidèles, ceux qui avaient le plus souffert, et il allait leur proposer de rester sur la plantation, non plus comme esclaves, mais comme ouvriers agricoles, payés. Il allait créer un îlot de liberté au milieu de la Louisiane esclavagiste. Le premier nom sur la liste était Marie, la cuisinière, celle qui avait soigné Dubois. Elle avait 45 ans et avait passé toute sa vie à servir. « Maître Thibaudeau », écrivit Augustin, « veuillez préparer les papiers d'affranchissement. Je souhaite acheter la liberté de Marie pour la somme de 900 $. L'argent est prêt. » La révolution de Belle Rêve commençait à l'intérieur. Et cela, personne,
Pas même le malheureux Dubois ne pouvait l'arrêter. Écoutez bien, car le temps de la vengeance silencieuse était passé. Maintenant, c'était le temps de la construction. Augustin n'attendit pas que l'encre de la lettre à maître Thibaudeau soit sèche. Il voulait que Marie soit libre. Il voulait que le premier maillon de cette chaîne infernale soit brisé. Thibaudeau, l'avocat créole, s'exécuta. Il n'aimait pas ce qu'il faisait. Acheter des personnes pour les libérer était un acte subversif. Mais il aimait l'argent d'Augustin, et il respectait la détermination de cet homme. Quelques semaines plus tard, les papiers étaient signés. Marie, la cuisinière, n'était plus une propriété. Quand Augustin l'appela dans le bureau, Marie s'avança, les mains tremblantes. Elle s'attendait à une nouvelle, une tâche, ou peut-être à une réprimande. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme qui avait été son compagnon de servitude lui tende un parchemin. « Marie, dit Augustin, vous êtes libre. » Elle ne comprit pas tout de suite. Le mot sonnait étrangement, comme une langue oubliée. « Libre, monsieur Augustin ? Oui, j'ai acheté votre contrat à maître Thibaudeau. Vous n'appartenez plus à personne. » Marie s'effondra en larmes, mais Augustin la releva doucement. « Je ne vous demande pas de partir, Marie, » continua-t-il, parlant toujours calmement. « Je vous demande de rester, de travailler ici comme cuisinière, mais comme une femme libre. Vous recevrez un salaire complet, et si vous décidez de partir un jour, vous le pourrez, avec vos économies. » C'était une offre que personne ne pouvait refuser. Rester dans un lieu connu, mais sans la peur, avec un salaire. Marie accepta, le cœur rempli d'une gratitude qui dépassait les mots. Elle était la preuve vivante qu'Augustin tenait une parole. La nouvelle, bien sûr, se répandit comme une traînée de poudre dans les cabanes. La liberté était possible. Elle avait un prix, mais elle était atteignable. Cela changea la dynamique du travail. Les esclaves travaillaient désormais avec une ferveur nouvelle, non pas pour éviter le fouet, mais pour accumuler la valeur qui leur permettrait, un jour, de se tenir devant Augustin et de réclamer leur propre parchemin. Pendant ce temps, Dubois, le témoin involontaire, continuait son supplice. Il passait ses matinées à errer sur la propriété. Il voyait Marie, qui cuisinait pour lui désormais, marcher avec une assurance nouvelle. Il voyait les travailleurs, mieux nourris, plus forts, qui ne baissaient plus les yeux quand il passait. Il le saluait parfois, par habitude ou par politesse, mais sans la moindre crainte. Dubois n'était plus une menace. Il était un fantôme. Le pire, c'était le soir. Souvent, Dubois s'asseyait sur le perron de sa petite dépendance, et il entendait les rires, des rires francs, sans retenue, qui montaient des cabanes. Sous l'ancienne administration, il y avait le silence de la fatigue et de la peur. Sous Augustin, il y avait la vie. Un soir, Dubois, pris d'une crise de solitude et d'une soif de l'ancienne autorité, s'approcha du bureau d'Augustin. Il frappa timidement. Augustin était penché sur ses registres, le visage éclairé par la lampe à huile. Il leva les yeux, sans surprise. « Maître Dubois, vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-il, la courtoisie dénuée de chaleur. « Augustin, je voulais voir les registres, les chiffres. » Dubois s'éclaircit la gorge. « Les prix du coton à la Nouvelle-Orléans. J'ai toujours eu le sens des marchés. » Augustin sourit, un sourire mince qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous aviez le sens des marchés, maître Dubois, mais vous n'aviez pas le sens de la gestion de la dette. Ces registres sont à jour, précis, et ils montrent un profit de 40% supérieur à votre dernière année. » Il fit glisser les livres de compte vers Dubois, juste assez pour qu'il puisse voir les colonnes impeccables. « Vous voyez, maître Dubois, la différence est simple. Vous gériez pour survivre, je gère pour prospérer. Et une partie de cette prospérité vient du fait que je ne vole pas mes propres travailleurs. » Dubois sentit une vague de nausée. Il voyait le noir sur le blanc, la preuve mathématique de sa propre incompétence. L'humiliation était totale. Il referma le registre et recula. « Je vois, » murmura Dubois. « C'est impressionnant. » « Non, maître Dubois, corrigea Augustin se redressant, c'est la liberté en action.
Augustin ne se contenta pas de libérer Marie. L'argent de la récolte de coton 1854 était arrivé et il était colossal. Belle-Rêve, sous une gestion efficace et honnête, retrouvait sa fertilité. Augustin convoqua Thibaudeau pour une réunion urgente. « Maître Thibaudeau, je veux une liste de prix. Je veux connaître un prix de la liberté de toutes les personnes qui travaillent ici. » Thibaudeau faillit laisser tomber son cigare. « Toutes, Augustin, c'est une folie. Il y a 50 âmes sur cette propriété. »« Et chaque âme a un prix, » répondit Augustin. « Je veux commencer par les familles, les 4 plus anciennes. Je veux les affranchir avant la fin de l'année. » C'était une manœuvre financière gigantesque. Même avec les profits d'Augustin, cela représentait une somme énorme et surtout un risque légal et social inouï. « Vous vous exposez, Augustin, » prévint Thibaudeau, le ton sérieux. « Libérer 5 ou 6 personnes, ça passe. Libérer 20 personnes d'un coup sur une seule plantation, cela va faire la une des journaux. Les planteurs vont exiger une enquête sur l'origine des fonds. Ils vont dire que vous préparez une insurrection. » Augustin savait que Thibaudeau avait raison. Il devait être prudent. « Nous allons procéder par étapes, » décida Augustin. « Vous achetez les papiers. Les personnes sont libres, mais elles restent sur la propriété, sous contrat de travail agricole, avec des salaires généreux. Légalement, elles sont des gens de couleur libre employés par Maître Thibaudeau. Nous ne faisons rien d'illégal. Nous faisons ce que n'importe quel propriétaire blanc pourrait faire. La différence, bien sûr, était qu'aucun propriétaire blanc ne faisait cela. » Le processus commença. Thibaudeau, utilisant des notaires discrets dans différentes paroisses pour ne pas éveiller les soupçons, commença à transférer les contrats. Augustin payait, effaçant ainsi les dettes humaines une à une. Les premières familles libérées furent celles des Lafont. Le père, Jacques, était un homme d'une 50aine d'années qui avait connu le fouet de Dubois toute sa vie. Quand Augustin lui tendit son acte de liberté, Jacques ne pleura pas. Il regarda le parchemin, le plia soigneusement et s'inclina profondément. « Que Dieu vous bénisse, maître Augustin, » dit Jacques. « Ne m'appelez pas maître, » répondit Augustin. « Appelez-moi Augustin. Et maintenant, Jacques, le travail continue, mais il est pour vous. » L'effet sur la communauté de Belle-Rêve fut spectaculaire. La plantation devint un phare d'espoir. Les travailleurs se surpassaient. Ils savaient que chaque jour de dur labeur les rapprochait de la table d'Augustin, de la plume de Thibaudeau et de la liberté. Mais si l'intérieur de Belle-Rêve était en paix, l'extérieur bouillonnait de rage. Monsieur Beauregard, le voisin, ne pouvait plus supporter cette situation. La réussite d'Augustin était une insulte, et les rumeurs de nègres libres salariés sur Belle-Rêve étaient considérées comme une trahison de la classe des planteurs. Beauregard organisa une réunion secrète avec plusieurs planteurs influents. « Nous ne pouvons pas laisser ce nègre continuer », tonna Beauregard. « Il achète notre main-d'œuvre, il donne de mauvaises idées aux nôtres et il maintient Dubois, un blanc, dans la dépendance. C'est un renversement de l'ordre naturel. » Ils décidèrent qu'une action devait être menée. Pas légale cette fois, car Thibaudeau avait bien couvert les arrières d'Augustin. Il fallait une action qui frapperait au cœur de l'autorité d'Augustin. Ils choisirent une nuit sans lune, au début de l'année 1855. Augustin était dans son bureau, travaillant tard, comme à son habitude. Il entendit un bruit sourd, puis un aboiement frénétique de ses chiens de garde. Il se leva, prenant le fusil qu'il gardait toujours à portée de main. Dehors, une dizaine d'hommes à cheval, cagoulés, étaient entrés sur la propriété par l'arrière, découpant la clôture. Ils n'étaient pas là pour voler du bétail, ils étaient là pour semer la terreur. Leur cible principale était la grange où Augustin avait installé la petite école clandestine. Ils voulaient brûler les livres et fouetter quelques-uns des nouveaux affranchis pour montrer qui était le véritable maître dans le comté. Augustin sortit en courant, sans même prendre le temps de mettre sa veste. Les hommes étaient déjà près des cabanes. Il tira un coup de fusil en l'air. Le bruit déchira le silence. « Halte !» cria Augustin. Sa voix était forte,
pleine d'autorité, même dans l'obscurité. Les cavaliers s'arrêtèrent, surpris par la rapidité de la réaction. Ils s'attendaient à n'affronter qu'un gérant peureux. Beauregard, qui menait le groupe, se démasqua. Il était furieux. « Rentre chez toi, nègre !» hurla Beauregard. « Tu n'as pas ta place ici. Nous venons remettre l'ordre. »« L'ordre est déjà rétabli, monsieur Beauregard, » répondit Augustin, pointant le fusil vers le groupe. « Et si vous faites un pas de plus sur ma propriété, je vous tire dessus. »« Ta propriété ?» Beauregard ricana. « C'est la propriété de Thibaudot, et tu n'es qu'un esclave qui a eu de la chance. » La confrontation s'intensifia. Les travailleurs, réveillés par le coup de feu, commençaient à sortir de leur cabane. Ils voyaient Augustin seul face à une dizaine de blancs armés. Soudain, une autre silhouette apparut sur le perron de la dépendance. C'était Dubois. Il avait été réveillé par le bruit et la panique. Il se tenait là, en chemise de nuit, les cheveux en bataille. Beauregard vit Dubois et y vit une opportunité. « Dubois !» cria Beauregard. « Dis-leur qui est le vrai propriétaire. Dis-leur que tu es retenu ici. Dis-leur que tu veux que nous chassions ce nègre. » Tous les regards se tournèrent vers Dubois. C'était le moment de vérité. Dubois pouvait choisir de retrouver son honneur aux yeux de ses pairs ou de confirmer sa dépendance humiliante. S'il parlait, Augustin était perdu. Dubois regarda Beauregard, son ancien ami, l'homme qui avait partagé le brandy et les dettes avec lui. Puis il regarda Augustin, debout, le fusil à la main, représentant la seule sécurité qu'il lui restait, la rue ou la honte dorée. Dubois trembla, mais il fit son choix. « Beauregard » dit Dubois, sa voix faible, mais portant dans le silence. « Vous êtes sur une propriété privée, et vous n'avez rien à faire ici. » Beauregard était stupéfait. « Quoi? Mais ils t'ont forcé. »« Personne ne m'a forcé, » répondit Dubois, la voix gagnant en fermeté, alimentée par une peur froide. « Je suis l'invité de maître Thibaudot, et monsieur Augustin est le gérant. Il est en droit de défendre cette terre. Partez immédiatement, ou j'appellerai le shérif moi-même. » C'était un mensonge, une trahison totale, de sa race et de son ancienne vie, mais c'était la vérité de sa survie. Dubois était désormais lié à Augustin. Beauregard, voyant que l'ancien maître ne coopérerait pas et que le gérant était armé et déterminé, comprit qu'il avait perdu. Il ne pouvait pas se permettre une fusillade qui ferait venir les autorités. « Ce n'est pas terminé, Augustin, » cracha Beauregard. « Si, c'est terminé, » répondit Augustin sans baisser son fusil. « Maintenant, partez. » Les cavaliers firent demi-tour et s'enfuirent dans la nuit. Le silence retomba sur Belrève. Augustin resta debout jusqu'à ce qu'il entende le dernier bruit de sabots s'éloigner. Il se retourna et vit Dubois toujours sur le perron, immobile. « Merci, maître Dubois, » dit Augustin. La gratitude n'étant pas dans sa voix, mais la reconnaissance de l'acte, oui. « Ne vous méprenez pas, Augustin, » répondit Dubois, sa voix pleine de dégoût. « Je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour moi. Je ne veux pas que cette place retombe dans le chaos. »« Je le sais, » dit Augustin, « et c'est suffisant. » Cette nuit-là, la position d'Augustin sur Belrève fut cimentée. Il avait non seulement vaincu ses ennemis, mais il avait forcé l'un des leurs à témoigner en sa faveur. Les mois suivants, Augustin accéléra son plan. Il utilisa le reste des profits pour libérer les familles suivantes. Il travaillait non seulement à affranchir les hommes, mais à leur donner une éducation financière et agricole. Il organisa la plantation comme une petite coopérative, même si, légalement, il restait le seul maître, via Thibaudot. Les travailleurs, désormais payés, avaient des responsabilités et des parts dans les décisions concernant les cultures. C'était un modèle radical, et il fonctionnait. Belrève était la plantation la plus productive du comté. Augustin savait qu'il y avait un dernier obstacle à la liberté totale de sa communauté, l'argent. Il ne pouvait pas continuer indéfiniment à racheter des gens à des prix exorbitants. Il devait trouver un moyen de légaliser la situation de tous.
Il passa de longues nuits à étudier les lois de l'État de Louisiane concernant les gens de couleur libre. Il découvrit une faille, ou plutôt une disposition obscure, permettant à un homme libre de léguer des biens, y compris des terres, à ses descendants, même si ceux-ci étaient des hommes de couleur. Augustin n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Il avait consacré toute sa vie à son travail et à sa liberté. Mais pour sécuriser Belle-Rêve et sa communauté, il lui fallait une famille. Il pensa à Marie. Elle était libre, digne, et elle était la première à avoir cru en son projet. Il avait besoin d'une partenaire qui comprenait le prix de la liberté. Un soir, il l'appela. Marie, maintenant une femme libre et respectée sur la propriété, entra dans le bureau. « Marie, dit Augustin, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas un homme de romance, mais j'ai besoin d'une chose. » Il lui expliqua son plan. Il lui expliqua qu'il devait légaliser l'avenir de Belle-Rêve en la plaçant sous la protection d'une famille libre. « Marie, je vous demande de m'épouser, non par amour, mais par contrat, pour que nous puissions bâtir un avenir légal pour nous tous. Si nous avons des enfants, ils seront les héritiers légaux de cette terre, et ils pourront garantir la liberté des autres. » Marie écouta, les yeux grands ouverts. Elle avait toujours respecté Augustin. Elle comprenait l'énormité de la proposition. C'était un mariage de nécessité, mais un mariage qui portait le poids de 50 destinées. « Et si l'amour vient ?» demanda-t-elle doucement. Augustin la regarda, ses yeux d'habitude si froids, se radoucissant légèrement. « Si l'amour vient, Marie, ce sera un bonus. Mais la liberté est la fondation. » Marie accepta. Le mariage fut célébré discrètement par le pasteur affranchi dans l'ancienne grange restaurée. Seuls les affranchis et quelques travailleurs fidèles y assistèrent. Maître Thibaudot fut l'unique témoin blanc. Augustin, l'ancien esclave, était désormais le chef d'une famille libre, propriétaire de la plantation de son ancienne servitude. Mais le plus grand défi était encore à venir. La Louisiane n'allait pas laisser cet affront au système se pérenniser. Un matin, alors qu'Augustin et Marie prenaient leur café dans la maison principale, un cavalier arriva en trombe. C'était un homme de Thibaudot. « Monsieur Augustin, » dit l'homme, haletant, « Maître Thibaudot m'envoie en urgence. Il y a eu une nouvelle loi votée à bâton rouge. » Augustin sentit son cœur se serrer. Il savait que le système allait riposter. « Quelle loi ?» demanda-t-il, posant sa tasse. « La loi sur l'affranchissement, » expliqua l'homme. « Le Sénat a voté une mesure qui rend presque impossible pour les affranchis de rester en Louisiane. Elle exige qu'ils quittent l'État sous peine de retourner en servitude. Et elle réexamine tous les cas récents d'affranchissement. » C'était le coup de massue. Si cette loi était appliquée, non seulement les nouveaux affranchis de Belle-Rêve seraient forcés de partir, mais Augustin lui-même, l'homme qui avait tout risqué, risquait de perdre sa liberté et ses biens. L'argent, la ruse, la loi, tout était en jeu. Augustin regarda Marie. Il regarda par la fenêtre, vers les champs où les hommes et les femmes travaillaient pour leur propre avenir. Il avait construit un îlot de liberté, et maintenant, la marée montante de la haine menaçait de tout emporter. Il se tourna vers le messager. « Dites à Maître Thibaudot de venir immédiatement. Nous avons besoin d'un plan, et ce plan doit être le dernier. » Le temps des petites victoires était terminé. C'était l'heure de la grande bataille finale pour la survie de Belle-Rêve. Et ironiquement, pour gagner, Augustin allait peut-être devoir s'appuyer sur l'homme le plus faible de la plantation, l'ancien maître. Écoutez bien, car la menace qui planait sur Belle-Rêve n'était pas un simple voisin jaloux, mais la loi même, la bête qui protégeait l'esclavage. Cette nouvelle législation à bâton rouge était faite pour étrangler les affranchis, les forcer à fuir la Louisiane, et ainsi maintenir la pureté du système. Augustin, lui, ne paniquait jamais. La panique, c'est ce qui avait coûté sa plantation à Dubois. Quand Maître Thibaudot arriva, le visage défait, Augustin l'attendait. « Augustin, c'est fini », lâcha l'avocat en s'asseyant lourdement. « Ils vont révoquer tous les affranchissements récents.
Ils vont saisir la propriété sous prétexte que vous utilisez une main-d'œuvre illégale et que vous préparez une insurrection. Beauregard a des amis au Sénat et ils veulent faire de vous un exemple. Augustin posa la main sur l'épaule de Marie. Elle était silencieuse, mais ses yeux étaient remplis de courage. Non, maître Thibaudeau, ce n'est pas fini. Ils veulent la plantation et ils veulent la ruine de Dubois. Mais ils ne veulent pas d'une guerre civile, et surtout ils ne veulent pas perdre d'argent. Augustin déroula son dernier plan, le plus audacieux. Il fallait frapper les planteurs là où ça faisait le plus mal, leur portefeuille et leur orgueil. Nous allons faire deux choses. Premièrement, vous allez acheter la liberté de toutes les personnes restantes, sur le champ. J'ai assez d'argent avec la récolte de coton et les réserves. Videz les comptes, payez le prix fort, mais faites-le vite, avant que la loi ne soit totalement appliquée. Thibaudeau ouvrit la bouche pour protester contre la folie d'une telle dépense, mais Augustin le coupa. Deuxièmement, nous allons organiser une réunion publique, pas à Bâton Rouge, mais ici, sur Belle-Rêve. J'invite Beauregard et ses amis, et nous allons leur montrer la vérité, non pas par la parole, mais par l'homme. Quel homme ? Demanda Thibaudeau. Augustin regarda vers la dépendance. Maître Dubois. Le plan était d'une simplicité terrible. Augustin allait utiliser le corps et l'âme de Dubois comme preuve vivante. Thibaudeau travailla jour et nuit. L'argent fut transféré, les notaires payés. En un temps record, les 52 personnes de Belle-Rêve reçurent leurs papiers. Ils étaient tous libres, désormais, sous contrat de travail avec maître Thibaudeau. Belle-Rêve était un domaine de gens de couleur libre, employé par un homme blanc légalement propriétaire, mais géré par un autre homme de couleur libre. L'illégalité était incontournée par l'argent et la paperasserie. La réunion eut lieu quelques jours plus tard. Beauregard, le shérif du comté et 3 autres planteurs influents arrivèrent, le cœur rempli d'une satisfaction anticipée. Ils s'attendaient à voir Augustin s'incliner, à voir Belle-Rêve saisie. Augustin les reçut dans le salon principal, le même salon où il avait ciré les parquets autrefois. Marie se tenait calmement à ses côtés. Thibaudeau était là, brandissant des liasses de documents légaux. « Messieurs, » commença Thibaudeau avec son air le plus professionnel, « je vous ai invités ici pour dissiper les rumeurs. Mon gérant, M. Augustin, a été accusé de pratiques illégales et d'incitation à la rébellion. Je suis ici pour vous présenter les faits. » Il jeta sur la table les registres financiers. Voici les comptes de Belle-Rêve. La plantation est la plus rentable du comté et elle paie plus de taxes que les 3 vôtres réunis. Mon gérant est un génie des affaires. Beauregard ricana. Nous ne parlons pas d'argent, Thibaudeau. Nous parlons d'ordre social. Vos nègres sont libres. C'est une menace. Mes employés sont libres, corrigea Thibaudeau. Et ils sont légalement employés. Mais vous parlez d'ordre social. Vous parlez de l'échec de la race blanche. C'est là qu'Augustin intervint. Il fit un signe à un domestique, un des nouveaux affranchis. « Faites entrer Monsieur Dubois. » Dubois entra. Il était propre, bien nourri, mais il marchait avec la démarche lourde d'un homme mort. Il portait un costume simple, mais il était le seul homme blanc dans la pièce qui n'avait plus un sou de pouvoir. Beauregard se leva. « Dubois, enfin, dites-nous la vérité, vous êtes un prisonnier. » Dubois regarda ses anciens amis. Il vit le mépris dans leurs yeux, le mépris pour sa faillite. Il vit l'acier dans le regard d'Augustin, la promesse de sécurité. Il s'avança lentement vers la table. « Messieurs, » dit Dubois. Sa voix était faible, mais le silence dans la pièce la rendait forte. Je suis ici de mon plein gré. J'ai perdu Belle-Rêve par ma propre incompétence. Je l'ai perdu à cause de mes dettes et de ma paresse. » Il prit une grande inspiration. C'était la confession la plus difficile de sa vie. « Monsieur Augustin, » continua Dubois, se tournant vers son ancien esclave, « a racheté cette terre, et il l'a sauvée. Il l'a sauvée de la ruine que j'y avais laissée. » Il pointa les registres sur la table. « Regardez ces chiffres. Augustin a réussi là où j'ai échoué.
Son système où les hommes sont traités avec dignité et où ils travaillent pour leur propre compte est non seulement juste, mais il est rentable. Dubois se redressa un peu, trouvant une dernière once de dignité, non pas pour lui, mais pour le rôle qu'Augustin lui faisait jouer. Vous voulez parler d'ordre? L'ordre, c'est la prospérité. Si vous voulez sauver la Louisiane, messieurs, vous devez apprendre de cet homme. Vous devez apprendre d'Augustin. Le choc fut total. L'ancien maître, le symbole de l'ordre blanc, venait de valider publiquement la supériorité économique de l'affranchi. Beauregard, écumant de rage, ne pouvait rien dire. Attaquer Augustin, c'était désormais attaquer un modèle d'entreprise validé par un de leurs pères, même un père déchu. Attaquer les affranchis de Belle-Rêve, c'était attaquer la main-d'œuvre la plus productive et la plus légalement protégée de la région. Le shérif, qui ne se souciait que de l'ordre et des impôts, ramassa les registres d'Augustin. La plantation Belle-Rêve est en ordre, déclara le shérif. Les travailleurs sont des hommes libres employés sous contrat par maître Thibodeau. Il n'y a pas de base légale pour une saisie ou une enquête. Messieurs, je crois que nous avons perdu notre temps. Vaincus, les planteurs partirent, laissant derrière eux une atmosphère de défaite amère. Augustin avait gagné. Il avait utilisé la loi, l'argent et la honte de Dubois pour créer un bouclier impénétrable. La nouvelle loi sur l'affranchissement, si terrible pour les autres, ne toucha pas Belle-Rêve. L'État ne pouvait pas se permettre de démanteler une entreprise aussi prospère et légalement structurée. Avec le temps, Belle-Rêve ne fut plus seulement une plantation, ce fut une communauté. Augustin continua à diriger avec la même rigueur et la même justice. Il établit des écoles pour les enfants, créa un système de santé rudimentaire et, le plus important, il rédigea un testament complexe et inattaquable. Ce testament stipulait que tous les biens d'Augustin, y compris la propriété Belle-Rêve, devaient être placés dans une fiducie gérée par Marie, et plus tard par leurs enfants. Cette fiducie avait pour mission légale de garantir l'emploi et la liberté de tous les affranchis et de leurs descendants sur la propriété. Augustin s'assurait que même après sa mort, Belle-Rêve ne pourrait jamais être revendue pour redevenir une plantation d'esclaves. Et Dubois, que devint l'ancien maître? Dubois resta, il ne quitta jamais la dépendance, il était trop brisé, trop dépendant, et surtout, il n'avait nulle part où aller. Il était le fantôme d'une époque révolue, condamné à assister jour après jour au triomphe de l'homme qu'il avait méprisé. Il voyait Augustin et Marie, des années plus tard, élever leurs enfants, des enfants libres qui couraient sur la terre que Dubois avait ruinée. Il voyait les travailleurs, désormais des hommes et des femmes, fiers, qui géraient leurs propres parcelles. Un après-midi, quelques années plus tard, Dubois était assis sous le chêne, regardant les champs. Augustin s'approcha. Il avait vieilli, ses cheveux commençaient à grisonner, mais son regard était toujours vif. « Maître Dubois », dit Augustin. Dubois leva la tête. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait été appelé maître sans une pointe d'ironie ou de mépris. « Augustin », répondit Dubois, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je voulais vous demander, » dit Augustin, s'asseyant sur le banc à côté de lui. « Après toutes ces années, qu'avez-vous appris ?» Dubois regarda les champs prospères, le bruit des enfants libres qui jouaient. Il regarda Augustin, l'homme qui lui avait tout pris, mais qui lui avait aussi donné un refuge. « J'ai appris, » dit Dubois, les larmes lui montant aux yeux, non pas de rage, mais de tristesse profonde, que la liberté n'est pas une question de couleur, Augustin. C'est une question un caractère, et c'est vous qui l'avez. Augustin hocha la tête. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, juste une reconnaissance froide de la vérité. C'est exact, maître Dubois. Et maintenant, vous êtes mon témoin. Le monde doit savoir que même dans la Louisiane de 1853, le travail et la justice finissent toujours par payer leur propre prix. Et c'est ainsi que l'histoire d'Augustin, l'affranchi qui racheta la plantation et garda son ancien maître, devint une légende murmurée dans la Louisiane, une histoire de vengeance si douce qu'elle ne laissa derrière elle que la prospérité et la liberté.
La belle rêve n'était plus le rêve d'un maître blanc. C'était le rêve réalisé d'un homme qui, ayant payé le prix de sa propre vie, avait décidé d'acheter celle des autres pour la leur rendre. Et Dubois, l'ancien maître, restait là, à regarder jusqu'à la fin de ses jours l'éclatante vérité de la réussite d'Augustin. La plantation était sauve, et la liberté avait trouvé une maison.